Bonjour à tous. Alors, Jean-Philippe a fait les présentations. J'ai eu l'occasion de travailler depuis une petite dizaine d'années sur différents projets de mutualisation en logistique et notamment dans le monde du transport. Donc, je vais donner principalement des exemples dans le monde du transport, mais qui peuvent plus ou moins bien se généraliser à d'autres tâches. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec différents partenaires, que ce soit des gens qui sont plutôt en aval ou en amont de la chaîne logistique, mais également des établissements médico-sociaux pour la mutualisation de transport de personnes handicapées, par exemple. Et je vais non pas vous parler de ces cas-là, parce que j'ai eu comme idée de mettre à jour quelques mauvaises pratiques qui vont réduire à peau de chagrin les bénéfices potentiels d'une mutualisation. Donc plutôt que de nommer les gens, j'ai préféré créer un petit cas d'étude. Voilà, c'est des entreprises qui n'existent pas, ne les cherchez pas. Donc 3 entreprises qui n'existent pas de la région nantaise et qui souhaitent mutualiser leurs approvisionnements. Donc on voit ici que l'entreprise rouge a une bonne activité, pas mal de fournisseurs plutôt dans le nord-est de la France, Belgique, Allemagne, Europe de l'Est, et qui souhaitent mutualiser ses approvisionnements avec une entreprise jaune et une entreprise verte qui partagent pas mal de sources d'approvisionnement. Et par exemple, ces entreprises vont se mettre d'accord pour avoir un réseau d'approvisionnement mutualisé qui repose en bonne partie sur des entrepôts communs, donc l'un qui serait situé en République tchèque et un autre dans la région lyonnaise parce qu'ils ont de nombreux fournisseurs communs dans ces régions-là. Et on voit tout de suite que ce genre de décision ne va pas satisfaire complètement leurs besoins parce que l'entreprise jaune a un fournisseur dans le Pays Basque qui n'est absolument pas mutualisable avec les autres entreprises. Et puis, il peut s'avérer que certains fournisseurs, notamment les 2 qui sont en Roumanie ici, peuvent de temps en temps avoir des camions complets à amener du côté de Nantes. Et dans ces cas-là, pourquoi passer par un entrepôt mutualisé du côté de la République tchèque? Ça n'a pas forcément de sens. Donc tout ça pour dire que construire un réseau logistique mutualisé et faire du transport mutualisé, ça impose des règles de fonctionnement, une entente commune entre les différentes entreprises, et que ces différentes règles de fonctionnement ne sont pas si simples que ça à mettre en place. Alors, voilà où ça peut commencer à coincer. Chacun des 3 partenaires ici peut avoir un certain nombre d'exigences. Ça peut être des exigences sur les heures de départ ou d'arrivée des camions. Certains camions doivent arriver entre telle heure et telle heure dans leur site. Ça peut être également des exigences sur les fréquences de livraison, mais également de température dirigée, ou de garder le contrôle de telle ou telle ligne parce que telle entreprise est la principale utilisatrice, voire la seule utilisatrice de transport sur une liaison. Ici, on peut avoir aussi le cas de l'entreprise rouge qui dit apporter 50% du flux et qui donc va exiger au moins 50% du bénéfice. Voilà, donc toutes ces exigences des partenaires qui sont légitimes vont avoir un impact qui est non négligeable sur le bénéfice de la mutualisation. Donc voilà ce qui va se passer, c'est que sur une économie promise qui en général oscille entre 10 et 15% selon les cas, on va grignoter ce bénéfice en essayant de satisfaire à chacune des exigences des partenaires. Par exemple, alors ne faites pas tellement attention aux chiffres, 3, 2, 1%, c'est très très indicatif. Si on renonce à la synchronisation des fréquences de livraison, donc 1, 2, voire 3 livraisons par semaine, eh bien certains envois ne vont plus être mutualisés et donc on va perdre du bénéfice. Si on ne synchronise pas les fenêtres horaires de livraison, on va devoir faire des livraisons supplémentaires de manière à arriver à telle ou telle heure à chaque entrepôt. On va perdre un petit peu de bénéfice. Si certains partenaires décident, par exemple, de faire des camions complets quand ça les arrange, et puis quand ils n'ont pas beaucoup de flux, de passer par le système mutualisé, donc un système vraiment très à la carte, eh ben, l'entente globale va bien sûr en pâtir. Et donc chaque décision comme ça qui va arranger chacun des partenaires individuellement va pénaliser les autres partenaires. Et dans cet exemple-là, qui n'est pas pris d'un cas réel, mais qui cumule un certain nombre de choses que j'ai pu rencontrer par-ci par-là, on va passer d'un bénéfice de 15% à un bénéfice qui devient négligeable. Alors, pour remédier à ça,
il y a un certain nombre de points clés à respecter dans tout projet de mutualisation. Ça tombe bien, il y a beaucoup de points clés qu'on a déjà vus largement aujourd'hui. Donc je vais décrire certains de ces points clés un petit peu plus complètement que d'autres. Et puis pour certains, je vais pouvoir passer très très vite. Donc on va commencer par quelque chose qui semble évident à tout le monde, qui est se construire un référentiel commun et des règles communes. Mais effectivement, sans ce référentiel commun, impossible de travailler en même temps. Ensuite, le fameux problème de la répartition des coûts ou des bénéfices, comme vous voulez. Donc, qui dit économie dit partage des économies entre les différents partenaires. Et il y a un certain nombre de règles, très nombreuses, et aucune n'est parfaite, comme on le verra. On a parlé de complexité du réseau logistique ce matin. Je vais aborder ce cas-là aussi. S'appuyer sur un système d'aide à la décision. Qui dit multipartenaire dit des données à foison. On ne va pas forcément parler de big data, mais d'un nombre de données quand même suffisamment conséquent à traiter tous les jours. Et conduite du changement, faut-il en reparler une troisième, quatrième fois aujourd'hui? Donc le référentiel commun, c'est tout simplement de délimiter d'abord les contours du projet. Quels sont les produits concernés? Quels sont les marchés concernés? Par exemple, le cas de l'entreprise jaune qui, elle, avait toute seule un fournisseur au Pays Basque, faut-il inclure ou pas ce site-là dans le projet de mutualisation? Se donner une base commune, un vocabulaire commun, appeler les choses du même nom, avoir les mêmes référentiels. On va avoir GS1 tout à l'heure dans la table ronde. C'est tout à fait leur rôle de contribuer à la standardisation de toutes les appellations dans un réseau logistique mutualisé. Mais également avoir des règles de fonctionnement communes sur les horaires, sur les fréquences, sur les règles de priorité entre les différents trajets ici. Et avoir également des règles de gouvernance communes. Qui prend les décisions? Est-ce que ça doit être pris au sein du consortium ou est-ce que les décisions logistiques doivent être externalisées, par exemple à un tiers de confiance qui peut être un prestataire logistique? Vient ensuite la question de la répartition des coûts. Alors, j'ai emprunté ici un tableau à une thèse de doctorat de Christine Van Overmeer à l'université d'Anvers en 2014 et qui expliquait de manière assez claire, j'espère, qu'il y a des tas de façons de répartir les coûts entre différents opérateurs. Alors, soit on répartit, par exemple, dans l'avant-dernière colonne à droite, profit égal pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde va avoir le même pourcentage d'économie. Ça, c'est facile à concevoir, mais ça ne va pas satisfaire toutes les bonnes propriétés qui sont attendues d'un partage des coûts. Si on fait comme ça et qu'on rajoute un client, un partenaire qui n'apporte rien, eh ben, ce partenaire-là, tout en n'ayant aucun apport pour le consortium, va modifier les parts que chacun reçoit. Et donc ça, c'est une propriété qui serait attendue et qui n'est pas respectée. Et on a des tas d'autres valeurs, d'autres règles de répartition des coûts qui sont énoncées ici, que je ne vais pas forcément expliquer toutes, comme Chaplin, Nucleolus, les règles selon proportionnelles au volume ou au coût des prestations. Et aucune de ces règles ne satisfait à 8 bonnes caractéristiques qui seraient attendues ici. Alors c'est pareil, les 8 caractéristiques, je ne vais pas les décrire aujourd'hui. Vous avez des petits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et derrière ce transparent, il y a un transparent caché que je ne vais pas présenter aujourd'hui, mais qui sera accessible en ligne après la journée. Donc voilà, si vous avez un jour des bénéfices à répartir suite à un projet de mutualisation, commencez à vous creuser la tête. Qu'est-ce que vous attendez comme priorité? Et en fonction des priorités qui sont essentielles, vous allez choisir une règle. Mais il n'y en a pas une seule qui est parfaite, malheureusement. Alors, on va en prendre une, celle du profit égal, qui est facile à comprendre. Et j'ai des collègues québécois qui ont étudié cette règle et qui se sont dit comment on parvient à un profit égal. Alors, ils ont étudié un cas de mutualisation dans l'industrie de l'ameublement. Et ils se sont rendus compte que 4 entreprises nommées ici ABCD décidaient de mutualiser leur chaîne logistique. Et il advenait qu'à la fin de leur étude, l'entreprise A économisait 18%, alors que l'entreprise D n'économisait que 1%. Donc la grande gagnante était bien sûr l'entreprise A. Et s'ils voulaient parvenir à une économie commune qui est ici de 12,9%, eh bien il fallait monter progressivement, on va dire, l'économie de chaque partenaire. Donc le graphique qui est en bas à droite
dit tout simplement que si on veut garantir 2, puis 3, puis 4% minimum à chaque partenaire, il va falloir grignoter le bénéfice de chacun des partenaires. Et au début, lorsqu'on veut garantir un bénéfice de 3, 4, 5%, on voit surtout que c'est le bénéfice de l'entreprise C, si je ne m'abuse, qui va être grignoté, et pas tellement celui de l'entreprise A. Et ensuite, lorsque tout le monde est arrivé à 7-8% de bénéfice, il n'y a plus que l'entreprise A qui reste à 16% à peu près, et c'est ensuite qu'on va grignoter son bénéfice à elle. Donc les mécanismes qu'on peut avoir dans la tête ne sont pas toujours ce qui se passe en réalité, et les gagnants d'une mutualisation ne sont pas toujours ceux qu'on attend, et les gains n'augmentent pas du tout, ne diminuent pas de façon linéaire, contrairement à ce qui pourrait être anticipé. Troisième idée, gérer la complexité. Alors on a beaucoup entendu parler de complexité de chaînes logistiques aujourd'hui. Il y a une chose qui reste très difficile à faire, c'est de mesurer cette complexité, c'est-à-dire de l'exprimer sous forme d'une valeur numérique. Il y a eu très peu même de tentatives jusqu'à maintenant. Et actuellement, donc j'ai un collègue de Cage Business School à Bordeaux qui travaille sur une mesure de cette complexité d'une chaîne logistique qui va dépendre de 3 paramètres, qui va dépendre du nombre de produits sur une chaîne logistique, du nombre de marchés et du nombre de canaux de distribution. Et il a proposé une mesure de complexité qui est inspirée de la théorie de l'information de Shannon. Donc c'est une mesure d'entropie pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc il y a des logarithmes, des choses comme ça, mais ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas calculable à la main, mais ça se fait quand même très bien. Et bon, l'idée, ce n'est pas simplement de mesurer quelque chose, c'est aussi de vérifier que ça sert à quelque chose en pratique. Et il a pu vérifier que la mesure qu'il a proposée décrit est très corrélée avec des mesures de performance de l'entreprise en général. Donc il a étudié différents secteurs d'activité et différents systèmes logistiques et montré que lorsque la complexité d'un secteur logistique croît, donc lorsque ça part de pratiquement zéro, que ça commence à croître, la performance augmente parce qu'on a un secteur logistique, une chaîne logistique qui est beaucoup plus adaptée à son marché. Et que passé un certain seuil, lorsque la complexité continue à croître, le système devient beaucoup trop gros et la performance logistique commence à diminuer. Et on peut s'inspirer de ces travaux pour regarder ce qui se passe lorsque plusieurs entreprises mutualisent leur chaîne logistique, lorsque plusieurs entreprises fusionnent, etc., etc. Donc c'est un champ de recherche qui s'ouvre et qui est assez prometteur. Une autre idée sur la complexité d'une chaîne logistique, lorsqu'il y a un problème un projet de mutualisation, on voit apparaître, comme dans le cas que je vous ai exposé, des entrepôts nouveaux par lesquels on va passer. Ces entrepôts-là existaient avant, mais ils n'étaient absolument pas visibles de l'entreprise cliente. On est passé d'un domaine complètement intangible à quelque chose qui est tangible et on s'est approprié la complexité du système logistique. Donc elle n'a pas augmenté, elle est devenue visible et c'est notre problème maintenant. Donc la question qui se pose lorsqu'on a un projet de mutualisation, c'est on intègre la complexité du réseau logistique et on essaye de travailler dessus. Quatrième point, s'appuyer sur un système d'aide à la décision. Donc on a parlé de systèmes d'information, de bases de données communes, d'échanges de données informatisées. Mais ces données-là vont servir à 2 types d'études. Des études stratégiques. Par exemple, faut-il accepter un nouveau membre ou pas dans une coalition? Quel va être l'apport attendu d'un nouveau membre dans une coalition? Ou faut-il, pour concevoir ou reconcevoir un réseau logistique, où va-t-on implanter des entrepôts? Ou quelles vont être les règles de routage des flux dans un entrepôt? Et ensuite, on a des décisions qui vont être davantage du niveau opérationnel. Donc, c'est tout ce qui est répartition des flux dans les véhicules et le routage des véhicules, ainsi que l'ordonnancement, c'est-à-dire savoir à quelle heure vont partir les véhicules. Donc là, on a des problèmes d'optimisation qui sont relativement complexes, qui vont mêler des décisions de routage et des décisions d'ordonnancement. Et c'est un champ qui est en pleine explosion actuellement. Ensuite, la conduite du changement. Beaucoup de choses ont été dites. Juste une idée aujourd'hui, c'est que l'impact d'un projet de mutualisation, comme l'impact de beaucoup de projets qu'on a vus aujourd'hui, vont largement au-delà de la fonction mutualisée.
Si on mutualise du transport, ça a un impact bien sûr sur le transport, mais également sur l'entreposage et aussi sur les horaires de travail, de production. Donc un projet a une onde de choc qui s'étend largement au-delà de la fonction qui est mutualisée. Et c'est pour ça que la conduite du changement est très importante, pas seulement sur la fonction qui est mutualisée, mais sur toute l'entreprise. Donc on a un sentiment de perte d'autonomie de la part de plusieurs personnes qui voient un projet arriver vers eux sans qu'ils aient aucun contrôle sur eux, et l'entreprise ne devient plus qu'un petit acteur dans un système qui est complexe. Alors en termes de conclusion, je suis allé un peu fort ici en mettant deux flèches antagonistes, on va dire qu'elles sont plutôt complémentaires. Je vois deux grandes manières de travailler sur des projets de mutualisation, et ces deux méthodes ne s'opposent pas forcément, elles vont cohabiter. Tout d'abord, si je regarde à droite, on peut prendre facilement un très grand nombre de décisions décentralisées, c'est-à-dire de rechercher des arrangements locaux, des manières de s'entendre sur un déplacement ponctuel. Donc on va entendre Convargo tout à l'heure qui va mettre en relation des chargeurs et des transporteurs. On peut s'entendre sur l'utilisation ponctuelle d'un entrepôt. Donc on aura également le cas tout à l'heure. On va parler d'ubérisation, c'est-à-dire un organisme qui va chercher à faire travailler ensemble des tas d'acteurs indépendants, autonomes, sur des actions du one-shot. Et de l'autre côté, on va avoir des mouvements de centralisation où des grands opérateurs, donc globaux en logistique, vont monter eux-mêmes un réseau logistique qui peut être national ou international, et être organisateur de transport sur ce réseau logistique en faisant travailler soit leur propre flotte, soit un très grand nombre d'opérateurs locaux. Donc on peut imaginer par exemple des réseaux comme ici en vert, nationaux, qui vont desservir des hubs, et ce réseau-là va être opéré par un grand opérateur, et après dans chaque région des boucles beaucoup plus régionales opérées par des opérateurs locaux. Voilà, donc en conclusion, comme pour beaucoup de choses qu'on a vues aujourd'hui, on a plusieurs modèles qui ne vont pas forcément s'opposer les uns aux autres, mais qui vont travailler conjointement. Voilà, je vous remercie.